Bonjour à tous et bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. On va avec Olivier Saleron et puis avec l'ensemble des participants que je présenterai ensuite faire un point sur une étude que nous avons souhaité lancer dans le cadre de la filière Silver Economy, mais avec le concours, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, avec le concours de tous les acteurs du bâtiment. Il y a évidemment, il prendra ensuite la parole Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, mais sont également présents et prendront aussi la parole tout à l'heure les représentants de la CAPEB. Alors, je vais quand même citer les organisations qui sont présentes, même s'ils se présenteront tout à l'heure, puisque nous avons la FFB, la CAPEB, IGNIES, la FISB, nous avons Coedis, nous avons le club de l'amélioration de l'habitat avec Saint-Gobain, nous avons le groupe Indépendance Royale et évidemment la Fédération française des ascenseurs et la FFIE. Voilà, c'est l'ensemble des organisations qui ont coproduit, en l'occurrence aussi cofinancé, il faut bien le dire, une étude que nous allons vous présenter maintenant, que le cabinet qui l'a réalisée va vous présenter. Elle se situe dans un contexte qui est évidemment celui du lancement au 1er janvier 2024 de MaPrimeAdapt. MaPrimeAdapt, le ministre devant nous d'ailleurs, les mêmes acteurs quasiment que je viens de citer étaient réunis le 11 octobre dernier, et c'est la première fois, après évidemment la déclaration de politique générale de la Première ministre le 6 juillet, qui avait déjà annoncé MaPrimeAdapt, mais c'est Olivier Klein, le ministre délégué au logement et à la ville, qui le 11 octobre dernier, devant nous, a annoncé officiellement pour le gouvernement la mise en œuvre de MaPrimeAdapt au 1er janvier 2024. Nous avons ensuite, d'ailleurs avec les mêmes acteurs, lancé depuis maintenant plusieurs semaines des concertations. Le ministère du Logement a souhaité confier notamment à Mathieu Alapetit, le secrétaire général de la filière Silver Economy, l'animation des concertations que nous avons pu avoir avec évidemment le monde du bâtiment, on y reviendra, mais aussi avec le monde des collectivités locales, aussi avec le monde médico-social, parce qu'il faut aussi à un moment donné que les considérations de l'aide à domicile soient partie prenante de cela, et évidemment les fédérations d'aidants et de retraités, qui sont évidemment les premiers concernés. Donc, ces concertations ont eu lieu depuis le mois de décembre jusque là, au mois de janvier, et c'est dans ce contexte-là qu'on a voulu éclairer le débat public sur un point qui va vous être développé plus en détail. Mais au fond, on s'est dit, il va y avoir là une dépense publique. C'est MaPrimeAdapt. Le volume de cette aide publique n'est pas encore totalement défini. Nous, on souhaite évidemment que ce financement public soit le plus ambitieux possible pour rattraper un retard. Il faut le dire, la France, aujourd'hui, par rapport à d'autres pays d'Europe, notamment à l'Angleterre, est en retard sur l'adaptation des logements au vieillissement. La politique publique que nous lançons là en ce moment, à travers MaPrimeAdapt, eh bien, le gouvernement anglais l'a lancé en 2008, avec le gouvernement de Gordon Brown. On a juste 14 ans de retard par rapport à l'impulsion politique qu'a donnée un pays comme la Grande-Bretagne. Pas grave, on est heureux que cette impulsion ait enfin lieu, mais il faut en mesurer l'ensemble des conséquences, à la fois sur les finances publiques. Ça, c'est le rôle du gouvernement, de Bercy, des négociations interministérielles qui vont se dérouler tout au long de l'année. Je rappelle que le volant financier sera déterminé dans le projet de loi de finances pour 2024. C'est là qu'on saura vraiment, au fond, quelle est la volumétrie budgétaire consacrée à MaPrimeAdapt. Et puis nous avons voulu, avec les acteurs économiques de la filière du bâtiment, de la filière de Silver Economy, essayer de mesurer l'impact que cela allait avoir à la fois sur l'économie, puisque évidemment, au-delà du financement public, tout ça va générer de nombreux travaux d'adaptation des logements, y compris parmi les citoyens, les seniors, qui n'auront pas droit à MaPrimeAdapt. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour 1 euro mis dans la machine MaPrimeAdapt, en réalité, évidemment, tout ça va générer des travaux, des adaptations nécessaires, et que culturellement, ce levier va peut-être débloquer un peu les choses, et peut-être que des seniors, probablement que des seniors qui jusqu'à maintenant n'avaient pas ressenti le besoin d'adapter leur logement, vont comprendre, parce que ça va devenir un véritable défi sociétal, que plus
on anticipe cette décision de travaux, mieux on se porte, plus longtemps on vit et on a moins de risques de chute, dont je rappelle qu'elles sont parfois mortelles, puisque près de 10 000 de nos concitoyens de plus de 65 ans décèdent chaque année de chute domestique. C'est aussi un des enjeux de santé publique qui est le nôtre à travers cette politique d'adaptation des logements. Ce que vous allez donc entendre là maintenant, c'est le résultat de cette étude qui permet de dire à la fois quel bienfait ça va avoir sur l'activité économique, mais aussi quelles économies ça va avoir. Quand on économise des hospitalisations, quand on économise un certain nombre de dépenses dues, par exemple, aux chutes, quand on permet aux personnes de vivre le plus longtemps possible à domicile et donc de ne pas avoir recours à des solutions qui parfois sont plus coûteuses humainement comme financièrement, comme l'entrée en EHPAD, eh bien, c'est à prendre en compte quand on prend une mesure de politique publique comme MaPrimeAdapt. Voilà à peu près ce qui nous a motivés les uns et les autres à demander à un cabinet de travailler pendant plusieurs semaines pour essayer de quantifier tout ce qu'on vient de dire ici. Et puis dès que ce cabinet, de manière synthétique, aura révélé les résultats de son étude, bien prendront la parole au-delà d'Olivier Saleron, les autres responsables des grandes fédérations qui sont partie prenante de ces travaux, partie prenante de ce défi de l'adaptation au vieillissement. Je rappelle que par ailleurs, nous avons également, au même moment, et vous le savez pour les journalistes qui suivent ces questions-là, le CNR, le Conseil national de la refondation. Vous avez deux CNR qui nous intéressent. Le CNR Logement, mené par Olivier Klein, je pense notamment aux travaux que pilote Véronique Bédague, et le CNR Bien Vieillir, dont j'ai eu une partie de la responsabilité, notamment sur l'adaptation des logements. Donc là aussi, ces CNR vont pouvoir irriguer leur réflexion par les travaux que nous allons dévoiler maintenant. En tout cas, nous, c'est ça le but de l'opération, et je m'arrête là, c'est que ces travaux ont été faits à la fois pour nous, professionnels, avoir une meilleure appréhension des conséquences économiques de ces décisions, mais elles ont aussi pour objectif d'irriguer le débat public qui va avoir lieu dans le cadre du CNR, comme il va avoir lieu au Parlement quand il faudra décider du budget finalement alloué à la création de la prime Adapt en 2022. Voilà, je m'arrête là, mais je laisse la parole aux experts qui ont fait cette étude. Puis après, nous, avant vos questions, nous donnerons la parole aux principaux présidents des fédérations concernées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Je vois que nous sommes très nombreux et c'est une excellente nouvelle pour vous partager ces résultats. Peut-être quelques mots d'introduction. Donc, nous représentons, Jessica Chamba et moi-même, le cabinet EY, qui a été mandaté, comme vous venez de le rappeler, pour mener cette étude. Donc, je suis moi-même Issam Taleb, je suis un associé chez EY en charge des études économiques de ce type. Et Jessica Chamba est l'associée en charge du secteur santé sociale pour EY. Donc, on vous présente ces résultats en 15-20 minutes maximum, à deux voix, pour que vous puissiez ensuite évidemment réagir comme vient de le préciser Monsieur le Président. Donc, une étude qui a été menée conjointement avec l'ensemble de la filière, des représentants d'un certain nombre d'organisations publiques ou privées, évidemment sous la présidence de France Silver Eco et la filière Silver Economy, ainsi que Ignes, comme ça a été précisé juste à l'instant. Comment est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé sur un mois, le mois de janvier, pour mener une étude d'impact qui a vocation à quantifier, modéliser quel serait l'impact de la dépense publique en faveur de l'adaptation, des logements des seniors. Période assez courte de travail sur un mois, mais on a quand même essayé, et je pense que collectivement nous avons réussi à travers les différents échanges que nous avons eus, d'écouter un maximum de représentants, co-construire les choses, intégrer au fil des copiles et au fil des entretiens vos retours, et aussi, j'allais dire, et surtout quelque part, s'accorder sur les hypothèses de travail, sur les données quantitatives qui ont permis de nourrir notre modélisation. Donc, parmi les acteurs publics qu'on a pu rencontrer, vous avez évidemment la CNSA, la CNAV, la DGALN, l'ANA, bien sûr, parce que le logement social a également été
considérés Action Logement. Bon, je les cite parce que c'est important, l'UNA, la DMR, l'USH et la FRATA. On a également évidemment des entretiens des représentants plutôt du secteur privé avec la CAPEB, la FFB, IGNES, la Fédération des ascenseurs, Saint-Gobain et un certain nombre d'autres représentations. Des comités de pilotage qui ont lieu toutes les semaines. J'insiste sur ce point pour vous dire qu'effectivement, ces travaux ont été déjà éprouvés par l'ensemble des membres du comité de pilotage et on vous remercie vivement aussi des retours que nous avons eus ces derniers jours. Et l'objectif est bien de quantifier les choses, de modéliser. S'ouvrira une étape 2, une phase 2 un peu plus qualitative pour continuer à intégrer des retours et écouter un certain nombre de parties prenantes complémentaires pour affiner les choses. Comment est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé en émettant un certain nombre d'hypothèses et structuré ces hypothèses quelque part en 3 blocs, 3 jeux d'hypothèses. Tout ce qui relève du parc de logements adaptés, à date et en projection. Tout ce qui relève des coûts corrélés à l'adaptation de ce parc, et on y reviendra notamment avec les éléments sur MaPrimeAdapt. Et enfin, des hypothèses pour émettre un certain nombre de résultats sur les bénéfices et les coûts évités. Bénéfices et coûts évités pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit côté public, côté évidemment citoyen, usager, ou côté vie économique, et donc à la fois les établissements, mais aussi les entreprises qui sont concernées par cette adaptation. Si on s'attarde un petit peu sur chacun des blocs. Sur le parc de logements adaptés, on a pris comme hypothèse, sur les logements éligibles MPA, évidemment l'ambition présidentielle qui a été énoncée de 700 000 logements adaptés d'ici 2033, avec un premier vivier de 350 000 logements adaptés sur la période 2024-2027 et un palier, un plateau qui commence à être atteint à partir de 2027. Deuxième hypothèse majeure qui structure en fait toute la modélisation, c'est qu'il y aura, ou il y a en tout cas, dans la période qui est la nôtre dans cette étude, c'est-à-dire 2024-2033, 50% des logements seniors non adaptables. Et on y reviendra pour expliquer qu'est-ce qu'on considère comme non adaptable. Dans le nombre de logements, et tout ça nous permet d'avoir un nombre de logements adaptés par an, par type de logement sur la période 2024-2023, et on vous montrera les résultats dans quelques instants, et un parc cumulé de logements adaptés. Ensuite, tout ce qui relève des coûts corrélés à l'adaptation du parc. Alors, on a pris comme hypothèse une enveloppe maximale de 15 000 € par ménage éligible. On n'a pas voulu, pour des raisons, j'allais dire, de confiance dans l'hypothèse qu'on prend, raisonner en enveloppe moyenne. C'est tellement hétérogène, c'est tellement, j'allais dire, lié au logement, à la situation individuelle, que quelque part, ça n'a pas de sens d'avoir une moyenne. Donc, on a plutôt tablé sur une enveloppe maximale. Cela nous permet d'avoir une taille du marché potentiel liée à l'adaptation des logements, donc plutôt une vue économique, et des coûts associés à l'augmentation de l'aide à domicile. On verra ensuite comment cela se traduit aussi par des bénéfices et des coûts évités. Dans ces bénéfices et coûts évités, dernier jeu d'hypothèses, on a, parmi les hypothèses hyper structurantes évidemment, le pourcentage de chute des seniors que l'on considère évidemment comme une réduction des chutes quand les logements les domiciles sont adaptés. Notre hypothèse est qu'il y a 20% de chute en moins une fois le domicile adapté. Et corrélé à cela, un retour à domicile après une chute qui est 10% plus probable grâce à un logement adapté. Donc là, on est sur une vue domicile individu. Ensuite, deuxième hypothèse sur les accidents des aides à domicile, qui également, on estime, en tout cas on émet l'hypothèse collectivement, que 10% de ces accidents peuvent être réduits avec un logement adapté. Cela a évidemment un impact sur un
un effet, quelque part, économique qui est les arrêts maladie des aides, justement, à domicile. Donc là, on a un jeu d'indicateurs, des jeux d'indicateurs, excusez-moi, sur les chutes évitées, les coûts évités sur les prises en charge en établissement, sur les frais de santé post-chute et les arrêts maladie. Et enfin, des bénéfices macroéconomiques qu'on a pu également quantifier, comme la création d'emplois, la TVA et le nombre d'entreprises qui sont, j'allais dire, créées par effet d'entraînement. Si on passe à la slide suivante. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. OK. Alors, on a quand même un effet, ou en tout cas une importance donnée à la définition, quelque part. Parce que quand on parle d'adaptation du logement au vieillissement, si on prend ce que nous a dit par exemple la DGALN et auquel on adhère, c'est qu'il ne peut pas y avoir une seule définition du logement. Mais peut-être qu'on l'a abordé d'une manière un peu plus holistique en se disant finalement, l'adaptation au logement, elle est liée à deux types de travaux majeurs. D'une part, tout ce qui va relever du confort et de l'amélioration du bien-être. Et deuxièmement, l'amélioration du confort pardon, et du domicile au sens oui, plutôt bien-être et côté pratique des choses. Et enfin, la sobriété énergétique, qui est aussi un driver fort de cette adaptation. Donc, dans le périmètre, on retrouvera ce que vous avez dans les zones de recouvrement. Si je donne quelques exemples, tout ce qui va relever du monte-escalier, de l'équipement d'accessibilité, l'automatisation de l'éclairage du chauffage, la mise aux normes électriques, puisqu'on le sait aussi sur la partie plutôt énergétique, il y a tout un sujet autour de la mise aux normes, la douche, par exemple, ascenseur, relais électrique et réaménagement. La partie énergétique est non négligeable en réalité. Elle est à la fois sur la partie sécurité énergétique, mais aussi efficacité énergétique, donc dans les deux cas, avec une ambition de sobriété. Peut-être si on avance sur... Merci. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail sur le parc de logement, qui est en fait la base de toute notre modélisation, puisque c'est bien là-dessus qu'on va émettre nos hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'on envisage aujourd'hui? Notre hypothèse de départ est qu'à fin 2023, 7% de logements sont adaptés, avec un taux de logement senior de plus de 60 ans que vous avez en dessous du coup de ce graphe, qui est la base, donc à 8%, avec du coup 1 million de logements en 2024 adaptés. Sur cette base-là, on a un certain nombre de projections qui se décomposent, comme vous avez à droite de l'écran, c'est-à-dire pour atteindre les 2,3 millions de logements adaptés à fin 2033, on estime que sur les 0,9 initiaux, vous allez avoir 0,9 millions, donc 900 000 logements ayant bénéficié de MaPrimeAdapt entre 2024 et 2033. Vous allez me dire sans doute, oui, vous avez annoncé 700 000 en reprenant l'ambition présidentielle. Notre hypothèse à nous est un peu plus optimiste. Et sur la base des 700 000, on estime qu'il peut y avoir un effet d'entraînement et donc atteindre les 900 000. Se rajoutent également 900 000 logements privés qui aujourd'hui ne sont pas éligibles à la prime adapt, toujours dans cette logique d'effet d'entraînement, et 300 000 logements sociaux également entre 2024 et 2033. Donc là, c'est plutôt des sommes qui se rajoutent, enfin, en tout cas des montants qui se rajoutent. On soustrait en revanche à ce stock-là, à ce parc-là, 600 000 logements sortant du parc, principalement par un effet de mortalité, entre 2024 et 2033. Donc cette projection qui nous fait passer de 1 million en 2024 à 2,3 millions en 2033 va servir de base pour tous nos calculs sur l'ensemble des indicateurs restants qu'on a pu identifier. Donc d'ici 2033, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un tiers des logements adaptables le seront durant cette période.
Et le logement qui n'est pas adaptable, c'est principalement lié à des enjeux, quelque part, de praticité liés au logement lui-même, en réalité. Donc, sur la base d'un diagnostic, sur la base de situations individuelles, il fallait qu'on ait un effet de biais qui nous permet d'intégrer cela quand même dans notre modélisation. Et si on traduit ça en nombre de bénéficiaires, on estime qu'à fin 2033, 3,3 millions de seniors sont bénéficiaires d'un logement adapté. 860 000 pour la tranche 60-69 ans, 1,9 million pour la tranche 70-84 ans et 530 000 pour la tranche des plus de 85 ans. Donc ça fait beaucoup de chiffres, mais c'était l'objet de l'étude que de quantifier les choses. Évidemment, on réagira à vos questions par la suite. Je cède la parole à Jessica pour rajouter quelques chiffres encore. Bonjour à tous. Effectivement, je vais rentrer dans le détail justement des coûts qui sont liés et surtout aussi des bénéfices, des économies potentiellement réalisées. Donc, comme vous l'avez vu là, nos premières hypothèses nous ont permis d'identifier combien de logements allaient être adaptés et combien de seniors allaient potentiellement être concernés. Donc ensuite, on a traduit ça en coûts pour la société, que ce soit pour les pouvoirs publics, mais également les restes à charge pour les personnes concernées et puis les investissements des bailleurs sociaux. Donc, on arrive à quasiment 19 milliards d'euros sur ces 10 ans, toujours, de dépenses qui seraient associées à l'adaptation des logements, qui se répartissent en 5 milliards d'euros de financement public, 10 milliards d'euros autour des investissements des particuliers, 2 milliards d'euros pour les bailleurs sociaux, et puis on a également on va dire 1,5, 1,6 milliards d'euros de dépenses additionnelles sur 10 ans, parce que, bien entendu, si les personnes, grâce à ces adaptations de logement, peuvent vivre à domicile plus longtemps, elles auront aussi besoin d'aide à domicile et d'intervention à domicile pour pouvoir rester et vivre dans de bonnes conditions. L'adaptation de logement n'est pas suffisante pour permettre un maintien à domicile dans de bonnes conditions. Donc, on a intégré l'ensemble de ces coûts. On a raisonné vraiment, j'allais dire, en coûts complets et de façon décilotée par rapport aux différents budgets de l'État ou de la sécurité sociale sur ces sujets. Donc ça, c'est déjà le premier espace, c'est quels sont les coûts qu'on a inclus dans la modélisation. Ensuite, vous avez également des effets d'entraînement en fait de cette adaptation et du dispositif qui va pouvoir être généré. Et ce qui a été estimé, c'est qu'on arrive à une dynamique, à cette impulsion en fait d'une nouvelle politique en faveur du virage domiciliaire. Et comme le disait M. Broussy, ça fait partie des dynamiques qu'on a pu observer dans d'autres pays, déjà à l'étranger, qui se sont engagés dans cette dynamique depuis plus longtemps, va nous permettre d'augmenter ce rythme d'adaptation des logements. Et vous l'avez vu sur le schéma que vous a présenté Issam à l'instant, où on voyait qu'il y avait un effet d'entraînement progressif. Et donc, on va arriver à générer un effet d'entraînement du nombre de logements adaptés par an, pour arriver à peu près à 2 milliards d'euros de potentiel d'adaptation par an dès 2027, 1 milliard d'euros plutôt en 2024. Et donc, d'ici à 2033, ce sont potentiellement 5 à 8 000 emplois additionnels qui vont être nécessaires pour répondre à cette demande d'adaptation du logement, ce qui veut dire des emplois dans le champ des professionnels du bâtiment, les assistants à maître d'ouvrage, les ergothérapeutes, les diagnostiqueurs pour bien identifier les besoins d'adaptation potentiels. Et ces emplois vont bien entendu générer des charges sociales, des impôts, des externalités également positives pour l'État qu'on va modéliser à la fin. Parallèlement, nous avons estimé que la valeur des biens, il y avait un impact qui pouvait être positif également sur la valeur de ces biens, grâce à un effet également d'entraînement de travaux d'adaptation au vieillissement qui permettent également d'entraîner des travaux de sobriété énergétique, ou en tout cas d'amélioration de la qualité énergétique des logements concernés. Donc, on a bien là un effet également d'entraînement, d'évolution de l'industrie pour être plus en alignement avec les attentes de la société. J'en viens aux bénéfices et aux coûts évités sur le volet en particulier, on va dire santé, soins, bien-être, on va dire d'une certaine façon plus générale. Et comme vous l'aurez entendu, bien entendu, on a un premier effet majeur
dont l'impact a pu être mesuré de façon quand même assez, sans partir de trop grosses hypothèses, on va dire, par rapport à un impact assez objectivé par de nombreuses études que nous avons aujourd'hui sur ce sujet, c'est celui de l'impact de la réduction du nombre de chutes de personnes âgées. Luc Broussy le rappelait en introduction, on a aujourd'hui à peu près 10 000 décès par an, mais au-delà de ces décès, on a 2 millions de chutes de personnes âgées par an, dont 130 000 se conduisent à une hospitalisation. Et bien entendu, l'hospitalisation des personnes âgées, leur impossibilité aussi post-hospitalisation à retourner à domicile, a fortiori dans un domicile pas adapté, génère des coûts extrêmement importants en termes de prise en charge aux urgences, d'hospitalisation, de soins de suite et de réadaptation, et potentiellement ensuite également d'accueil en EHPAD ou on va dire en structures médico-sociales diverses pour cause de non-retour à domicile. Donc, on a estimé, comme on vous le disait, on a pris une hypothèse qui a été travaillée. Toutes nos hypothèses ont été travaillées et discutées lors de l'ensemble de ces entretiens préparatoires pour être validées, on va dire, par les acteurs que nous avons pu rencontrer. On a pris cette hypothèse qui est relativement contre interruption momentanée. Ça arrive dans les grandes conférences publiques. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais c'est arrivé, effectivement, déjà par le passé. Donc, j'en étais à vous parler de la diminution des frais de santé liés à ces chutes. Nous avons également un effet positif d'une augmentation du retour à domicile et du maintien à domicile possible à l'issue de la chute par rapport au passage en établissement. Par ailleurs, l'adaptation des logements va aussi permettre aux personnes de rester plus longtemps à domicile et donc là aussi de retarder l'institutionnalisation et de faciliter le travail des professionnels intervenant à domicile et aussi de faciliter d'une façon générale l'accompagnement par les aidants du quotidien, les aidants familiaux qui sont auprès de ces personnes. Enfin, on a toute une série d'effets positifs sur des bénéfices on va dire macroéconomique, de valorisation patrimoniale dont je vous parlais déjà, sur l'impact aussi de la transformation du logement et puis un peu d'impact sur la sobriété énergétique. Je reviendrai un petit peu plus loin sur les bénéfices, on va dire, sociétaux au sens large. Sur la diapositive suivante, ce que vous voyez apparaître, c'est le détail de la façon dont ces modélisations ont pu être calculées. En gros, sur la période 2024-2033, on en arrive à 700 000 chutes évitées pour les seniors, toujours avec notre effet progressif. Vous avez tout le détail de ces modélisations dans l'étude complète. 7 milliards d'euros de coûts évités qui se déclinent en 2 milliards de coûts évités sur les dépenses de soins, avec la déclinaison entre hospitalisation, prise en charge en soins de suite et de réadaptation, donc c'est sortie d'hospitalisation, la prise en charge aussi en soins de ville, puisque là aussi, il y a tout suite à une chute, on a aussi le recours aux médecins généralistes, aux kinésithérapeutes, à toute une série d'acteurs qui doivent intervenir pour aider la personne à retrouver sa pleine mobilité, on va dire. La réduction des coûts sur les interventions SAMU-pompiers, et puis l'impact d'une réduction des arrêts de travail des professionnels de l'aide à domicile, qui a également pu être chiffré grâce à l'échange que nous avons pu avoir avec les acteurs de ce secteur, puisqu'on estime que les adaptations de logement, de la même façon que les adaptations proposées dans les EHPAD, par exemple, ont permis de réduire les arrêts de travail des professionnels en EHPAD, en tout cas de contenir un petit peu des éléments de fatigabilité professionnelle, pourront aussi avoir cet impact sur les professionnels de l'aide à domicile. On a également des coûts évités sur les prises en charge en établissement, que ce soit des résidences autonomie, des établissements des EHPAD, des établissements d'accueil de personnes âgées, avec une modulation et bien sûr un impact financier qui est différencié en fonction du niveau de dépendance des personnes accueillies. Là aussi, toutes ces études, toutes ces modélisations ont pu être faites sur la base d'études qui chiffraient déjà les coûts d'accompagnement aujourd'hui des personnes selon ces niveaux de résidence. J'en arrive aux effets, aux bénéfices politiques et sociétaux qui vont au-delà des simples bénéfices économiques, et ça fait partie d'ailleurs également des points que nous allons encore continuer à creuser dans la deuxième phase de cette étude.
Comme je l'évoquais, on a toute une série d'effets bénéfiques autour des conditions de travail des professionnels à domicile. Et on sait à quel point aujourd'hui, ce sont aussi des métiers sur lesquels le besoin de faciliter leur travail est important, avec à la fois une amélioration de leur productivité et, comme on le disait, une réduction des arrêts de travail potentiels. D'une façon générale, l'amélioration de la qualité de vie des aidants auprès du proche, ou en tout cas un allègement aussi de leur charge mentale parce qu'ils savent que leur proche est plus en sécurité, mieux accompagné, avec tout un ensemble de dispositifs qui permettent de faciliter ce maintien à domicile. Des bénéfices macroéconomiques autour de la création d'emplois, qui sont des emplois locaux, de développement de filières professionnelles. Et puis, on a également dans les bénéfices économiques, comme je vous le disais, récupération de TVA, les impacts en termes de charges sociales et d'impôts. Et puis, sur la valorisation du patrimoine, donc l'évolution de la valeur des biens qui sont ainsi adaptés, qui permettent, là aussi, en fonction de la localisation, de l'accès aux services qui est proposé également à proximité de ces logements, de valoriser en tout cas ces logements. Et tout ça se combine également avec les travaux d'adaptation de sobriété énergétique qui permettent, quand on cumule ces deux types d'adaptation, de vraiment valoriser le bien de façon globale et de contribuer en plus à cette tendance actuelle, et en tout cas ce besoin exprimé actuellement de rendre nos logements et notre environnement plus économes en termes d'énergie et d'impact carbone de façon globale. Donc, sur l'ensemble de la société, on a bien un bénéfice sociétal qui se dégage. On a une amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. On a un respect du choix des personnes, puisque toutes les études montrent qu'on a largement plus de 80% des personnes âgées qui souhaitent aujourd'hui pouvoir vieillir à leur domicile et vivre chez eux dans leur domicile le plus longtemps possible. Et d'une façon générale, une amélioration donc de la qualité de vie des personnes âgées à domicile. J'en termine avec les deux dernières diapositives de synthèse, mais qui vous permettent de voir les bénéfices financiers, politiques, sociétaux pour les pouvoirs publics sur 10 ans, où en fait on se rend compte, et vous avez deux diapositives qui permettent de le visualiser, mais on se rend compte qu'on a un équilibre, voire un effet légèrement positif entre l'argent qui est dépensé par les acteurs publics dans cette politique d'adaptation des logements sur 10 ans et les économies et les bénéfices qui vont pouvoir être générés, avec, si on ramène ça en gros à une dépense de 100 € répartie sur ces 10 ans, on a 48 € de coûts évités sur tout ce qui est prise en charge en EHPAD ou en établissement d'accueil de personnes âgées au sens large, 28 € de réduction des dépenses de soins au sens large, c'est-à-dire à la fois les hospitalisations, les soins de suite, mais aussi tout ce qui est intervention des pompiers, médecine de ville, et on a mis aussi dans ce bloc les arrêts de travail pour avoir une vision un petit peu simplifiée des choses. Des effets positifs sur l'amélioration des conditions de travail des professionnels de l'aide à domicile. Pour le monde économique, un effet d'entraînement avec un renforcement de ces filières spécialisées, donc un renforcement de ces acteurs économiques de proximité avec entre 5 et 8 000 emplois qui seraient nécessaires pour répondre à cette demande supplémentaire. 24 €, toujours dans notre modélisation à 100 € de recettes de TVA qui seraient générées également pour l'État. Et puis, d'une façon plus générale, un bénéfice sociétal important grâce à cet effet de levier, et grâce à cette aide unique nationale qui aurait aussi permettrait une plus forte visibilité et une meilleure communication autour de cette aide, qui permettra d'augmenter le parc de logements, que ce soit le logement privé ou les logements sociaux adaptés au vieillissement, et qui s'intègre également dans cette dynamique d'intégration de la sobriété énergétique. Et surtout qui s'intègre dans ce bien vieillir. Et là, vous avez une modélisation vraiment en facteurs positifs et négatifs, j'allais dire. Donc, vous avez sur la partie gauche les coûts que cela représente pour l'État, l'assurance maladie, les collectivités, de financer
ces politiques d'aide au logement selon les hypothèses qu'on a pu formuler, ainsi qu'on a intégré, comme vous le voyez, les augmentations qui sont liées à un renforcement des soins à domicile du fait de cette adaptation de logement. Comme je vous le disais, on a forcément un renforcement également du montant des aides à domicile, mais tout ça est compensé par la diminution des soins de santé, des coûts de prise en charge en établissement, les bénéfices également en termes macroéconomiques, récupération de TVA et autres effets positifs. Et donc, on a une neutralité économique, mais qui est très fortement couplée à ces nombreux bénéfices politiques et sociétaux que j'évoquais, puisque cette aide va permettre de générer cette transformation de la société, une amélioration des conditions de vie des seniors, des conditions de travail des professionnels à domicile, du répit, ou en tout cas, on va dire, de la charge mentale, un allègement de la charge mentale des aidants, et tout ça pour mieux répondre aux attentes des personnes concernées. Merci beaucoup, Jessica. Mathieu, Monsieur le Président. Merci à vous. On reprend la main. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair. Je dis à tout le monde que dans quelques minutes, enfin plutôt à la fin, comme ça vous êtes obligés de rester, on mettra le PowerPoint sur la messagerie, comme ça vous pourrez tous bénéficier, même si vous avez peut-être pris des photos, mais voilà, vous aurez le document propre sur la messagerie de cette visio. Je vais laisser la parole maintenant aux 4 intervenants qui vont livrer aussi leurs commentaires, leurs analyses, en remerciant aussi quand même 3 personnes notamment qui sont parmi nous. Il y en a plein d'autres, puisque vous êtes près de 200 à être présents au-delà des journalistes. Nous avons la présence de Laurent Bresson du ministère du Logement. Il a été la cheville ouvrière de MaPrimeAdapt'. Et son année va être encore très chargée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons la représentante de l'USH. On a vu à quel point la question du parc social va être importante, puisque MaPrimeAdapt' ne financera pas directement les adaptations de logements sociaux. Et donc, les bailleurs sociaux vont être au cœur de la problématique. J'ai vu également qu'il y avait une représentante ou un représentant de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui sera l'opérateur qui va... il y a plein d'autres représentants que je citerai tout à l'heure, peut-être au fur et à mesure, mais je voulais au moins déjà commencer par, avant de donner la parole à Olivier Salleron, de saluer ces représentants des pouvoirs publics ou des grands acteurs associatifs. Donc, 4 prises de parole avant que vous posiez vos questions. Et donc, je cède la parole tout de suite au président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron. Merci beaucoup, Luc. Dans les remerciements, moi je vais d'abord en faire un aussi, c'est merci à vous, Luc Broussy, pour tout le travail qui a été fait, tout ce travail d'influence pour infuser vos idées sur l'adaptation des logements au vieillissement de la population. Et je crois que c'est un fait social, sociétal, on l'a souligné tout à l'heure, qui est d'une importance capitale pour notre pays et pour sa cohésion sociale. Donc d'abord, cette dimension énorme que vous avez su aussi mobiliser l'ensemble des secteurs et l'ensemble des organisations patronales et professionnelles. Et bien oui, avec notre aide aussi, avec l'aide de tous, nous avons convaincu l'État qu'enfin, vous l'avez dit, peut-être une quinzaine d'années après tous les autres, après de multiples tentatives, parce qu'on ne part pas de rien, ça c'est aussi une importance assez claire, nous allons réussir de belles choses dans les 10 prochaines années, avec de la motivation, mais surtout des budgets qui vont être consacrés. Merci Luc Broussy de nous avoir tous agglomérés, c'est un terme du bâtiment, et là-dessus, vraiment, sur MaPrimeAdapt', on ne peut que vous en féliciter. Pour la FFB, donc, ces travaux d'adaptation des logements des seniors donc, constituent d'abord, je l'ai dit, un fait social, sociétal pour la cohésion sociale, bien sûr, mais c'est aussi un marché économique, une mission aussi de santé publique. C'est la santé publique qui est en jeu et il est basé sur la confiance réciproque. Là, je prends ma casquette, bien évidemment, de président d'une organisation patronale entre l'entreprise et son client et ses clients. Vous l'avez dit, on aura aussi besoin de tout ce qui est logement privé, mais aussi logement social, l'ensemble des logements sur le territoire. Donc, ce marché mérite toute la confiance et qui va exclure aussi tout ce qu'on a pu connaître en termes d'exagération et d'éviter des démarchages abusifs par des plateformes positionnées à droite ou à gauche du territoire, mais bien au-delà.
éviter les dérives comme vécues par l'isolation thermique à un moment donné et toutes les aides qu'il pouvait y avoir. De plus, la compréhension et l'écoute sont la base de ce marché qui s'adresse aussi à l'entreprise, à l'artisan du village ou du quartier, ce maillage territorial, quand il va s'agir de logements, appartements, logements individuels isolés, mais aussi à l'ensemble des entreprises, quand il y aura des groupements, des lots de rénovation et d'adaptation de ces logements. Donc, ceci concerne l'ensemble des entreprises de tout le territoire, mais vous le savez, 92% des artisans du bâtiment sont présents dans chaque commune du territoire, donc ce qui fait aussi notre force. Pour nous, cette confiance essentielle et réciproque est indispensable. Ce sont aussi vraiment les travaux d'économie d'énergie qui doivent être associés, qui sont déjà en place avec les ex-CITE et aujourd'hui MaPrimeRénov' depuis pratiquement 3 ans, depuis 2 ans et demi. Donc là-dessus, il faut profiter de ces adaptations des logements pour aussi engager en même temps des travaux d'économie d'énergie. Vous le savez, il faut sauver la planète et adapter les logements à nos plus anciens. En matière de travaux, seuls les artisans compétents peuvent affirmer et s'engager dans la faisabilité de ces travaux d'adaptation, avec la connaissance du terrain, bien évidemment, et souvent de leurs clients, avec l'état et la nature de l'existant. Donc, pour une très grande majorité de travaux, nous pensons qu'un assistant technique, une assistante à maîtrise d'ouvrage, n'est pas forcément aussi nécessaire. La possibilité de maintien à domicile peut faire l'objet aussi d'un diagnostic médical de la personne, mais nous l'avons dit, ce diagnostic devrait, en tout cas, être fait en amont et ne pas impacter le montant de l'aide financière. Travaux de MaPrimeAdapt', c'est aussi l'ADN qui avait été donné dans MaPrimeAdapt' pour la réalisation de travaux sur le terrain. L'autocontrôle des travaux est déjà actif et reconnu dans la qualification des entrepreneurs et des artisans. Dans le cas de travaux d'adaptation des logements, sans intervention, bien évidemment, sur le clos couvert des gros travaux de transformation, nous proposons que l'entreprise réalise cet autocontrôle avec évidemment tous les contrôles possibles a posteriori et même si l'on veut pendant les travaux, et évidemment étayé par un dossier final avec un reportage photo éventuel des travaux réalisés. L'administration souhaite l'implication et l'identification des compétences requises pour les entreprises. Il faut protéger les seniors compte tenu de leur fragilité. Donc, la FFB et d'autres organisations, puisqu'on l'appellera peut-être d'une façon différente, mais ce sera le même, propose son label ProAdapt, un label donc ProAdapt, qui permettra d'identifier les entreprises compétentes. Pour la reconnaissance de cette compétence, l'attestation d'une formation spécifique sera obligatoire. La FFB proposera un e-learning très particulier sur cette formation d'adaptation des logements. Ensuite, l'entreprise fournira, bien évidemment, toutes les preuves administratives telles que le CABIS, l'attestation URSSAF, l'attestation d'assurance, etc., etc. Donc, vous allez me dire une véritable entreprise avec tous ces moyens. Et bien évidemment qualifié par un organisme certifié. Donc j'en finirai par là. Ce dispositif, je viens de le dire, une mission de santé publique, une mission aussi gagnant pour l'ensemble de l'économie française et surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le secteur du bâtiment. Merci. Merci, Président Saleron. Nous allons écouter en deuxième intervenant. J'en profite pour là aussi égrener quelques noms de présents. Stéphane Corbin de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est arrivé en retard, mais il est là et c'est un plaisir et un honneur pour nous. Et c'est un des partenaires évidemment essentiels de la mise en œuvre de MaPrimeAdapt'. Donc je donne la parole tout de suite au président de la CAPEB, Jean-Christophe Repon. Je l'ai vu apparaître. Je suis là. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Olivier et Luc et merci de nous réunir. J'avais su qu'on pouvait être en présentiel tous les trois, ça aurait été une bien plus belle image à l'écran pour l'ensemble des participants, mais je n'étais pas convié donc je suis en visio. Juste vous dire rapidement que pour l'artisanat du bâtiment, le chantier du maintien à domicile a toujours été une priorité depuis de nombreuses années et que nous avons nous-mêmes en notre sein un label de qualité qui s'appelle Handibat et qui a déjà formé plus de 10 000 à peu près artisans qui sont déjà opérationnels sur l'ensemble du territoire.
rappeler cette mission sociétale de l'entreprise artisanale qui est sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il y a 96% du tissu du bâtiment est constitué d'entreprises artisanales, donc qui sont en ruralité et qui sont capables de relever le défi. Nous avons le potentiel d'avoir plus de 500 000 entreprises qui rentrent dans cette démarche et de créer de l'emploi, bien évidemment. Nous sommes toujours, nous, dans un label de qualité et dans une confiance avec le client et nous prenons régulièrement l'audit fin de chantier qui nous permet de pouvoir valider nos compétences et nos qualités. Nous prenons aussi des parcours de rénovation, qu'elles soient sur l'économie d'énergie ou sur le mieux vivre l'habitat et donc mieux vivre son vieillissement dans l'habitat. Et nous continuerons à porter ce message-là politique afin de lever la contrainte sur toutes les petites entreprises artisanales pour pouvoir répondre justement à ce marché. Et quand on voit à ce jour toutes les contraintes qui ont engagé et les dysfonctionnements qui ont été engagés dans MaPrimeRénov', et vous avez en ce moment dans la presse pas mal d'exemples d'éco-délinquants, il nous semble important de pouvoir ne pas reconnaître les mêmes erreurs et de ne pas structurer la demande afin que les éco-délinquants ne soient pas là, alors qu'en fait, on s'aperçoit qu'ils sont bien mieux organisés que les contraintes qui sont mises en place et qu'on ne les a pas évitées. Donc, nous prendrons toujours un audit de fin de chantier, comme nous l'avons fait sur le RGE, avec l'audit de chantier, et également pour MaPrimeAdapt, nous prendrons une vérification à la fin du chantier de la qualité de ce chantier-là, pour qu'on puisse ne pas avoir de détournement de fonds et qu'on ait une partie virtueuse, j'allais dire, de ce chantier-là. Il est important parce que nous avons besoin de renouveler nos compétences au sein de nos entreprises et également d'attirer de plus en plus de jeunes vers les métiers du bâtiment et vers l'artisanat du bâtiment, donc ces structures de petite taille que je représente avec plus de 61 000 adhérents à ce jour. Et donc, il est important que nous fassions savoir auprès de nous que certes, il y a un modèle économique, certes, il y a de l'activité qui va découdre de cette problématique du vieillissement de l'âge, mais il y a aussi, comme pour la rénovation énergétique, une mission sociétale de l'entrepreneur au sein du réseau et du territoire. Ça veut dire qu'il est important de dire à cette génération Z, et on a édité un livre blanc la semaine dernière pour leur dire toute l'importance qu'ils ont de s'investir dans l'artisanat du bâtiment, on a aussi une mission sociétale dans une entreprise artisanale sur le territoire de maintenir nos anciens et de prendre le plus grand soin de nos anciens alors que nous sommes en train de parler de retraite. Il est important de faire savoir que ces métiers-là sont des métiers d'avenir. Ils sont des métiers d'avenir sur le mieux vivre, donc l'économie d'énergie. Il est important de leur rappeler que c'est également la même chose pour le vieillissement et mieux vivre son habitat le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'il y aura sûrement des éléments manquants dans cette analyse, notamment le financement. On voit bien que MaPrimeAdapt ne remplira pas la totalité des besoins et les milliards qu'il faudra pour se lancer dans ce chantier-là. Et donc, je réitère, nous, la même problématique que l'on a dans MaPrimeRénov', c'est-à-dire une difficulté de financement et que donc, il serait bien que le monde financier et la banque puissent permettre à nos concitoyens de pouvoir mieux vivre leur habitat, qu'elle soit énergétique ou vieillissement. Et donc, vous pouvez compter sur l'artisanat du bâtiment, la CAPEB, pour être à vos côtés, pour que la lisibilité de ce message fort, alors un peu en retard, vous l'avez dit, par rapport à d'autres en Europe, se mette définitivement en route, en ne laissant pas les artisans sur le bord de la route, en nous permettant l'accès à ces marchés, en les simplifiant et en leur donnant la capacité de pouvoir prouver de leurs compétences à la fin du chantier. Et c'est ce que nous portons depuis des dizaines d'années. Luc, vous pouvez compter sur la CAPEB pour continuer à vous accompagner dans cette démarche-là. Elle devient prioritaire pour nos artisans, France entière. Et merci donc de votre écoute et de votre investissement. Merci Jean-Christophe. Et on sait pouvoir compter sur vous. Et avec Mathieu, on est venu dans une réunion de travail passionnante avec vous et vos collaborateurs il y a quelques semaines de cela pour continuer à travailler sur MaPrimeAdapt. Je vais laisser maintenant la parole à Benoît Coquart, que tout le monde connaît comme PDG de Legrand, mais il s'exprime ici comme président de Dignes, l'organisation professionnelle. Benoît, êtes-vous là? Bonjour, je suis connecté. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien.
Très bien, à vous. Bon, merci beaucoup. Peut-être 2 mots sur Ignes, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. On est en fait une association de fabricants qui comprend une quarantaine de membres spécialisés sur le bâtiment résidentiel tertiaire et avec à la fois des grandes entreprises comme Legrand, vous l'avez dit, mais aussi Aguerre, Schneider Electric, un certain nombre d'autres, et puis les plus petites sociétés comme Deltador ou Somfy par exemple. Alors, trois points me concernant. Alors d'abord, premier point, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont été impliqués dans cette étude qui m'a beaucoup éclairé et ouvert les yeux. C'est quand même pas banal en termes de politique publique d'avoir, quand on injecte 1 euro dans la machine, d'avoir 1 euro pour bénéfice. Donc non seulement ma prime adapte à des bénéfices sociétaux, c'est l'objectif premier incontestable, mais en plus il y a, comme on dit en bon français dans le langage de l'entreprise, un payback, ce qui n'est pas aussi fréquent que ça. Mais j'ai bien noté aussi que ce payback, il aurait lieu à partir du moment où on était capable aussi de pousser vers l'adaptation des logements, des dispositifs, des logements hors dispositif PrimeAdapt. Et pour faire jouer cet effet multiplicateur ou d'entraînement dont on a parlé. Et là, le message que je voulais passer, c'est que je pense que la filière est prête. Alors, je parle au nom des fabricants, mais je crois que la CAPEB, la FFIE, Coedis et d'autres pourraient dire la même chose. Je crois qu'on est prêt à prendre notre part en termes de promotion de ces solutions-là, d'explication auprès des aidants ou auprès des personnes directement concernées sur les solutions qui existent, le fait qu'elles sont accessibles, faciles à installer, disponibles. Voilà, donc comme on l'a fait il y a quelques mois sur les dispositifs d'efficacité énergétique et notamment les thermostats, je crois que l'ensemble de la filière est prête à se mobiliser pour faire la promotion de ces solutions-là. Deuxième remarque, puisque je parle un peu au nom des fabricants, je confirme que les solutions existent et en plus, on n'est plus dans l'univers dans lequel les solutions pour adapter les logements sont des solutions spécialement adaptées pour les seniors. Aujourd'hui, on a des solutions techniques qui sont des solutions non discriminantes, acceptables, conçues pour être utilisées et installées simplement. Prendre quelques exemples, mais on parle par exemple de chemin lumineux, ce dispositif de détecteur de présence qui permet de se lever la nuit pour aller par exemple aux toilettes sans risquer les chutes. Ça, c'est des technologies qui sont complètement éprouvées et accessibles d'un point de vue économique. On peut aussi parler de solutions un peu plus avancées comme les commandes de volets roulants qui permettent notamment aux personnes à mobilité réduite de pouvoir fermer ou ouvrir leur volet. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui commandables à distance, qui sont même commandables par la voix. Voilà. Tout ça, c'est des solutions techniques qui ont été conçues sous le principe design for all, c'est-à-dire que ce n'est pas des solutions qui sont perçues par les personnes âgées ou dépendantes comme discriminantes. Troisième élément et dernier élément me concernant, la rénovation globale sera probablement limitée à un nombre ou une cible de population qui peut se le permettre, notamment peut-être les plus jeunes parmi les seniors. Il n'en demeure pas moins que je crois qu'on doit collectivement, en tant que filière, quand on poussera cette rénovation globale, pousser, Olivier Saleron l'a dit, les solutions qui sont à la fois permettant aux personnes âgées dépendantes de vivre chez elles, mais celles aussi permettant de faire des économies d'énergie, pour sauver le monde, pour reprendre l'expression d'Olivier. Et aujourd'hui, là aussi, les solutions existent. Il y a beaucoup de solutions qui permettent à la fois d'avoir un logement mieux adapté aux seniors et qui permettent de faire des économies d'énergie. On peut prendre l'exemple du produit un peu totem, qui est le thermostat. Quand vous avez aujourd'hui une chaudière qui est par exemple dans votre sous-sol et vous êtes à mobilité réduite, vous prenez un risque de chute si vous devez descendre pour monter le chauffage ou baisser le chauffage. Bon, et aujourd'hui, vous pouvez le faire avec des produits qui sont des produits connectés, simplement. Ça vous permet d'éviter les risques de chute et ça vous permet également de mieux réguler la température. Et on sait que 1 degré en moins dans un logement, c'est 7% de consommation d'énergie évitée. Voilà, donc le message clé, c'est de dire on peut se mobiliser en tant que filière. Les solutions existent, elles sont non discriminantes et c'est vraiment la technologie qu'on met à disposition des personnes. Et puis, on a aujourd'hui pas mal de solutions qui permettent à la fois d'adapter les logements pour les rendre plus sûrs et de faire des économies d'énergie. Voilà. Je vous remercie. Benoît, merci Benoît Coquart. Et dernière prise de parole avant que nous débattions tous ensemble, Pascal Tonnet-Burger, le président de la FFIE. Oui, bonjour Luc, bonjour Olivier. Écoutez, ouais, il y a eu beaucoup de choses dites. Je ne vais pas faire doublon avec toutes les prises de parole. Moi, ce que je voulais simplement préciser, c'est que évidemment, nous, on est ravis d'avoir participé à cette
à cette étude et qu'on sera les premiers, évidemment, à porter les offres au plus près de nos clients. Je pense que c'est là notre rôle essentiel, de porter les solutions, évidemment, en collaboration avec les fabricants, puisque les fabricants sont là pour, évidemment, produire des solutions non discriminantes, comme disait Benoît, tant sur la sobriété énergétique que sur le maintien à domicile, chemin lumineux, détection de chute, vidéosurveillance. Enfin, en tout cas, qui mieux qu'un intégrateur électricien peut porter des solutions technologiques qui vont permettre finalement le maintien à domicile. Et personnellement, moi, ça fait 20 ans que je participe avec des bailleurs sociaux au maintien à domicile, à l'adaptation des logements, donc pour que de manière pérenne, les personnes qui y vivent et quand elles traversent les âges puissent conserver leur logement. Donc je pense que finalement aujourd'hui, avec la prime Adapt, c'est véritablement une montée en puissance et en tout cas une structuration de cette offre qu'on doit évidemment porter. Je dirais qu'avec Ignes, on a travaillé depuis juillet dernier sur l'élaboration d'un guide. Et moi, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on professionnalise évidemment nos installateurs à toutes ces technologies. On n'est pas des sachants, on n'est pas des professionnels de la santé, ça, certes, mais on connaît bien tous les systèmes qu'on peut proposer finalement pour permettre la montée enfin, l'adaptation du logement avec des systèmes un peu plus technologiques en fait et qui permettent de rassurer toutes les familles et de maintenir toutes les personnes en fait à leur domicile. Donc voilà, je pense qu'on va de manière pragmatique continuer à élaborer un guide de solutions pour nos intégrateurs. Moi, je le souhaite plutôt sur des technologies communes, non propriétaires, qui permettent de mixer les solutions d'un fabricant à l'autre pour nous permettre d'adapter finalement un mix de solutions le plus adapté en fait aux besoins du résident. Voilà, et évidemment ravi de voir que à terme l'argent investi par l'État en fait s'équilibrera et se compensera. Donc je pense que effectivement c'est un payback qui est tout à fait positif. Et en tout cas nous on va dès demain participer en fait à cette élaboration de bouquets de travaux en collaboration évidemment avec tous les autres corps de métier quand il y a une fenêtre à changer. Et je pense qu'on peut reprendre aussi cette définition de bouquet de travaux qu'on a connu il y a quelques années. Et je pense qu'il est très positif d'apporter des solutions globales en fait professionnelles en fait aux résidents et aux seniors qui vivent dans leur appartement ou logement. Voilà, donc bravo et allons-y ensemble. Merci à chacun d'entre vous. Pour montrer la diversité aussi des acteurs qui sont impliqués, je voulais saluer Hervé Meunier, qui est le président de la FRATA, donc c'est toute la partie téléassistance, qui fait partie, d'une certaine manière, de l'adaptation des logements. J'ai vu qu'il y avait Pierre-Olivier Lefebvre de Ville Amie des aînés, que le logement, c'est dans la ville. Donc là aussi, on aura à appréhender cette politique de manière un peu transversale et holistique, la question de la ville, évidemment, est importante. Et je voulais également, je donnerai la parole tout à l'heure aussi au DG de Coedis et de la Fédération des ascenseurs qui sont présents également. Je voulais quand même, dans l'intervalle, voir s'il y avait quelques questions de journalistes avant qu'on débatte plus largement. En même temps, ils ont eu plein d'informations, mais est-ce qu'il y a des questions plus précises? Christine Lejoux. Oui, bonjour. J'aurais une question, si possible, pour Monsieur Bresson, qui représente les pouvoirs publics. Je voulais savoir quelle est votre réaction, du coup, à cette étude sur le potentiel économique de l'adaptation des logements au vieillissement de la population, s'il vous plaît, monsieur. Bon, merci. Alors, Christine Lejoux est journaliste, vous l'avez compris. M. Bresson est au ministère du Logement. Il n'était pas prévu qu'il intervienne, mais si a envie d'intervenir, ce serait avec
Plaisir. Ou sinon, je pose une question à Monsieur Broussy, il n'y a pas de problème. Non, non, je vais refiler la patate chaude à Monsieur Bresson. Je ne sais pas si Laurent est encore là. Si oui, qu'il tape deux. Merci, Voilà. merci Monsieur le Président. Alors, chère Christine Lejoux, j'aurais plaisir à vous répondre personnellement et en direct dans un autre cadre, mais néanmoins, comme vous m'avez interrogé en public, je vais quand même dire deux mots pour dire que d'une part, on vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir pris l'initiative de cette étude fort intéressante et en plus de nous y avoir associés. Vous dire que bien évidemment, l'impact économique positif des soutiens à l'adaptation du logement au vieillissement, de notre côté, nous n'en avons jamais douté. Et beaucoup de choses qui ont été présentées aujourd'hui, nous les avions imaginées, voire parfois simplement intuitées. Je dois dire qu'en revanche, sur plusieurs paramètres, nos propres intuitions, finalement, étaient souvent en deçà de la réalité qui a été mesurée ou modélisée au travers de cette étude, et qu'à ce titre-là, c'est extrêmement positif. Pour terminer, je dirais aussi qu'il me semblerait intéressant que cette démarche d'étude qui a été menée puisse peut-être sur le long terme ressembler à ce qu'on pourrait appeler peut-être un observatoire de l'économie de l'adaptation du logement au vieillissement, et que ce dispositif d'observation de l'économie de l'adaptation au vieillissement pourrait d'ailleurs contribuer à l'évaluation sur le moyen long terme des dispositifs d'aide publique, ce qui nous serait collectivement fort utile, je pense. Merci. Merci. Merci Laurent. On va rebondir peut-être avec les fédérations qui ont élaboré et cofinancé cette étude. Après tout, pourquoi pas de rendre pérenne un observatoire. On en reparlera ensemble. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y en avait une qui venait d'Age Village sur quoi s'appuie le chiffre de 900 000 logements adaptés en 2023. C'est plutôt une question posée aux consultants. Et comment envisagez-vous l'articulation de ma prime adapt et ma prime rénov'? Là, peut-être que je laisserai d'autres répondre. L'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat a l'avantage de gérer déjà ma prime rénov'. Pour être très clair, on a parlé avec Laurent Bresson à de multiples reprises, mais aussi avec la CAPEB il y a encore quelques jours, des avantages majeurs, mais aussi des inconvénients présents du dispositif ma prime rénov'. Il y a ici ou là quelques défauts de fabrication qui ont été recensés. Donc, du côté du ministère du Logement, mais je crois, sans parler à la place de Laurent Bresson, on en a suffisamment parlé ensemble pour que je puisse le dire. L'idée, évidemment, c'est de regarder ce qui a pu fonctionner bien et moins bien avec ma prime rénov', et évidemment de ne pas reproduire les mêmes défauts pour ma prime adapt. Ça, c'est le premier point technique, parce que aussi, derrière, on ne l'a pas dit, mais beaucoup d'ingénierie, beaucoup de choses extrêmement techniques, de systèmes d'information qui, là, vont mobiliser les agents de l'ANA pendant toute l'année. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que, évidemment, dans nos villes, dans nos villages, un certain nombre de logements des personnes âgées sont évidemment adaptés pour le vieillissement et sont souvent aussi des passoires thermiques. Bon. Donc, évidemment, les deux sujets doivent se rejoindre, à la fois pour les professionnels de l'adaptation, mais aussi, évidemment, pour l'ANA qui aura ces deux prestations à gérer en même temps. Et j'imagine qu'une dynamique sera créée pour qu'à chaque fois, on regarde à 360 degrés la situation d'un logement. Laurent, peut-être un mot là-dessus, peut-être que sinon, sauf si j'ai tout dit. Vous avez dit l'essentiel, Monsieur le Président. Ce que je voudrais, pour être très très bref, simplement vous dire qu'à l'occasion de la conception de ce dispositif MaPrimeAdapt, qui n'est pas une transposition de MaPrimeRénov', je tiens à le préciser. Je pense qu'il est utile et intéressant qu'on utilise un effet marque de MaPrimeRénov', mais en tout cas, MaPrimeAdapt n'est pas sur de très nombreuses dimensions comparables à MaPrimeRénov', mais je referme cette parenthèse. Vous dire que, bien évidemment, à l'occasion de la conception de MaPrimeAdapt, nous avons un objectif permanent qui nous guide, c'est la complémentarité avec les autres dispositifs d'aide, et en particulier les aides à la rénovation énergétique au travers de MaPrimeRénov', et que, bien évidemment, lorsqu'on pourra, grâce à MaPrimeAdapt, lorsqu'on pourra inciter et permettre des interventions globales, des rénovations globales de l'habitat, cette complémentarité prendra tout son sens. Voilà, c'est un sujet qu'on pourra réévoquer plus en détail, mais le maître mot, c'est complémentarité entre les dispositifs, bien sûr. Très bien. Alors, peut-être un petit mot du côté
de Coedis, Roland Mongin, vous êtes… Je suis là. Voilà, dites-nous un mot rapide. Après, on laissera la parole à Alain Mélier de la Fédération des ascenseurs, puisque l'adaptation des logements, c'est aussi pouvoir monter et descendre. Merci, Monsieur le Président. Donc, le Président José Preto n'ayant pu se connecter, donc je serai son porte-parole. Un mot de Coedis, rapidement. Coedis, c'est la distribution professionnelle des distributeurs en matériel électrique, génie climatique, sanitaire, chauffage. Et c'est bien évidemment dans la filière un maillon fort entre les fabricants et les installateurs intégrateurs pour accompagner. Et la profession de nos professionnels, c'est bien évidemment, c'est d'accompagner au plus près, grâce à un maillage territorial très fin, l'ensemble des acteurs de la filière. Et donc, bien évidemment, nous sommes dans cette démarche pour pouvoir proposer des solutions spécifiques dans le cadre de l'adaptation du logement. Voilà ce que je voulais dire. Bien évidemment, vous connaissez tous les distributeurs qui sont Rexel, Sonepar, Tereva, CDO, Richardson et bon nombre d'indépendants. Merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Roland. Je laisse 2 mots à Alain Mélier, aussi très impliqué depuis des années sur la question de l'adaptation des logements. Lui, c'est la Fédération des ascenseurs. Oui, merci beaucoup, Président. Quelques mots déjà pour excuser le Président Bouet qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Et puis, je voudrais juste rebondir sur un propos du Président Saleron qui évoquait le sujet gagnant-gagnant. Et effectivement, cette prime ADAPT, c'est gagnant-gagnant, bien évidemment pour les seniors en premier, qui vont pouvoir bénéficier de ce maintien à domicile, l'adaptation du logement, l'amélioration du confort, mais c'est aussi la valorisation du bien, par exemple, que ce soit de la maison individuelle ou le bien collectif. Lorsqu'on met un élévateur dans notre domaine ou un ascenseur, eh ben, c'est le bien qui prend une valorisation importante dans ses conséquences. Mais c'est aussi pour les aidants familiaux, mais les aidants professionnels. On évite les chutes, on évite les troubles musculo-squelettiques avec l'apport de solutions telles que celles qu'on peut apporter. Et puis, vous l'avez évoqué, Président Broussy, c'est tout le lien à la cité. On a tous en tête ces maisons avec rez-de-chaussée surélevé, les rez-de-chaussée d'immeubles collectifs qui sont aussi en rez-de-chaussée surélevé. Donc, il y a beaucoup de marches à franchir encore, mais c'est une première marche avec la prime ADAPT qui avance et qui va nous permettre d'être connectés à la cité régulièrement et facilement pour tous. Merci, merci Alain. Quand la Fédération des ascenseurs parle de première marche, on se dit que l'ascenseur ne marche pas, mais si, on va travailler là-dessus. Je salue, je l'ai dit tout à l'heure, la représentante Catherine de l'Union sociale de l'habitat, parce qu'elle a posé une question, évidemment, sur le dispositif et sur les aides qu'il y aura pour le logement social. Je pense qu'on y répondra dans un autre cadre, là, plus directement, mais on l'a toujours dit, 40% des logements sociaux ne sont pas dotés d'un ascenseur, et donc il y a un défi majeur. L'adaptation, ce n'est pas seulement l'intérieur du logement, c'est aussi d'arriver à sortir et à rentrer de son logement. Donc, le défi est absolument majeur pour nous. Merci Alain d'avoir été présent. Je veux donner la parole à un journaliste, Benoît Bedel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Absolument, très bien. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Une question de profane pour les professionnels, c'est que les logements qu'on va adapter spécifiquement pour des populations donc âgées, seniors, est-ce qu'il n'y aurait pas un coût à désadapter ces logements si jamais ils ont une autre destination finalement? Parce que est-ce qu'on est d'accord que l'ascenseur ça sert à tout le monde, quel que soit l'âge, mais il y a un certain nombre d'équipements adaptés pour les anciens qui n'iraient pas forcément à des jeunes ménages ou à des jeunes actifs. Donc, est-ce que, je connais pas encore tous les chiffres que vous nous avez présentés très intéressants, donc peut-être qu'il apparaît quelque part, mais est-ce qu'il y a un coût de désadaptation du logement si jamais ce logement revient, si je puis dire, dans le lot commun des logements qui soient sociaux ou libres? Voilà, c'était ma question. Merci. Elle était particulièrement pertinente et tout à l'heure, certains y ont répondu, notamment Benoît Coquard, je crois. C'est-à-dire que l'idée, à travers le Design for All, c'est de dire qu'à un moment donné, il n'y aura pas des logements pour des vieux et des logements pour les jeunes. Alors évidemment, on ne va pas mettre des barres d'appui partout. Mais quand on parle de chemins lumineux, comme ça a été évoqué tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit utile uniquement pour les plus de 70 ans. Quand il s'agit de transformer des baignoires en douche, et je remercie Dorothée, qui est ici, Dorothée Ferreira, qui est la PDG d'Indépendance Royale, qui a participé aussi à notre étude et dont le métier est de transformer justement des baignoires en douche. Je ne suis pas certain, vu l'évolution,
écologiques et autres, que ce soit totalement impertinent, quel que soit l'âge. Vous voyez, donc l'idée, c'est de se dire qu'il ne faut pas que l'adaptation des logements au vieillissement soit la construction de logements pour vieux. Voilà. Ça va à un moment donné, et ça sera la même problématique que je parle sous le contrôle de Pierre-Olivier Lefebvre, quand on aura l'adaptation des villes. Quand il s'agit de la mobilité dans les villes, là aussi, il y a des choses qui sont… voilà. Moi, je suis myope comme une taupe. Quand je vais gare de Lyon, eh bien, il faut que je sois sous le panneau pour comprendre le quai dans lequel je dois aller. Et à un moment donné, peut-être qu'y compris la SNCF comprendra que voilà, ces problèmes, par exemple de vision pour ce qui me concerne, mais vous voyez de mobilité pour d'autres, c'est l'ensemble. Et ce qu'elle appelle le design for all, comme le disait tout à l'heure Benoît Focard, c'est ce qui est bon pour les vieux doit l'être pour l'ensemble des générations. Ça répond uniquement en partie à votre question. Il y a peut-être des choses qui sont spécifiques. Mais quand on parle de l'Internet des objets, quand on parle du rideau qui… la reconnaissance vocale, les capteurs de chute, ou voilà, l'intelligence artificielle dans les logements, ce qui sera l'avenir. Hein. Je pense qu'on doit pouvoir utiliser cela à la fois pour les personnes âgées et pour le gamin de 2 ans qui veut mettre les doigts dans la prise. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se dire ça, de ne pas stigmatiser au vieillissement seulement la question plus générale de l'adaptation des logements et des villes. C'est en tout cas, je crois, le sens général des discussions qu'on a entre professionnels et avec les pouvoirs publics depuis longtemps. Merci. Merci. Ah, Jean-Christophe Recon, pardon, qui voulait reprendre la parole, oui. Oui, juste pour répondre, alors, l'adaptabilité et le maintien à domicile devra être, comme l'ensemble de la construction, il devra être décarboné et sobre. Ça restera une mission égale. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire un bilan des changements du logement pour pouvoir le laisser aussi aux générations futures le plus adapté. Et donc, il faudra bien évidemment en faire une étude au préalable pour en faire une étude à la fin et un bilan à la sortie. Ce qui est important, et ce que je voulais dire par rapport à l'État, c'est de dire que ce qui est important de réussir dans MaPrimeAdapt, et je sais bien que ce n'est pas le pendant de MaPrimeRénov', c'est qu'on ait de plus en plus d'entreprises qui s'emparent de ce marché. Alors qu'actuellement, on voit bien que sur MaPrimeRénov', il y a de moins en moins d'entreprises qualifiées RGE. Et c'est cet échec-là qui me pose problème et qui nous impose de réfléchir à comment ramener le maximum d'artisans vers ce marché-là. Et donc, la contrainte dite éco-délinquant qui a été posée pour la majorité des entreprises n'empêche pas l'éco-délinquant et enlève des entreprises qui seraient capables de pouvoir faire le chantier. Et donc, c'est ça qu'il faut se poser comme question demain, c'est comment nous amenons de plus en plus d'entreprises à s'emparer de ce chantier-là, de ce marché-là, et d'avoir cette mission sociétale. Et c'est les propositions que feront la CAPEB pour que l'artisanat soit bien sur ce marché-là, comme sur celui d'un marché de la rénovation. Merci Jean-Christophe. Le cabinet, je voulais… Ah pardon, Olivier, c'est bon. Donc, par rapport à ce qui a été dit, effectivement, alors il ne faudrait pas non plus que cette discussion, que cette proposition et cet objectif MaPrimeAdapt soient résumés à quelques éco-délinquants qui effectivement font les choux gras de certaines émissions de télévision et donc qui jettent le discrédit et l'opprobre sur 98% des artisans et des entreprises qui sont vertueuses. Donc là, je dirais là-dessus, c'est pour ça qu'à la FFB, nous prenons la qualification, au moins pour mettre les barrières le plus possible, au moins pour éviter que ces éco-délinquants viennent dans nos marchés, dans le marché de l'artisanat et des entrepreneurs. Ensuite, c'est pour ça qu'aussi sur MaPrimeAdapt, qui est tout à fait autre chose que MaPrimeRénov', et donc qui demandera un label, une formation minimale, mais en tout cas une formation et un contrôle de la part de ce qui a été fait, pourra justement éviter et évincer ces voyous, ces entreprises voyous, ces, je vais dire autre chose un peu plus loin. Là-dessus, c'est pour ça que cette qualification doit être sérieuse, professionnelle, mais minimale aussi pour qu'elle ait accès de tout. Après, je voudrais dire que les écueils que l'on fait aussi sur le RGE avec des entreprises un nombre qui fluctue d'année en année, mais qui fluctue vers le haut, qui fluctue vers le bas, quand même, c'est 530 000 salariés du bâtiment qui travaillent dans une entreprise qui est qualifiée RGE. Donc, nous avons un potentiel de 530 000
ouvriers du bâtiment dans ces entreprises-là, qui représentent 40% en fait, des effectifs totaux. Il ne faut pas se tromper au niveau des chiffres. Hein, et donc, je m'exprime là fortement parce que c'est une petite musique de fond. J'en profite qu'il y ait quelques représentants de l'État et autres élus, évidemment, pour dire oui, l'ensemble du bâtiment est prêt non seulement pour rénover énergétiquement, mais aussi, et vu ce qui est mis sur la table et ce qui va être mis sur la table par tous ces financements, pour MaPrimeAdapt, les artisans et les entreprises du bâtiment seront au rendez-vous. Merci, président pluriel de la CAPEB et de la FFB, puisque vous avez raison, il y a des journalistes, il y a des représentants du pouvoir public. Vos messages sont extrêmement clairs. Il y avait une demande de précision, je crois, ou de réponse à une question de nos amis du cabinet Issam Tayeb, je crois, qui voulait répondre. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je reviens sur notre hypothèse du pourcentage pris du parc de seniors adapté, donc les 7%. Effectivement, c'est une hypothèse qui s'explique de la manière suivante. Tout d'abord, il n'y a pas de chiffrage, j'allais dire, qui ferait autorité. Donc, on est bien sur une hypothèse de synthèse qui s'est construite au fil des entretiens, au fil des différents échanges qu'on a eus avec l'ensemble des acteurs des différentes filières. Par ailleurs, on s'est appuyé sur de précédents travaux de l'ANA notamment, qui estimaient ce chiffre à peu près 6% il y a quelques années. Donc, au fur et à mesure de ce parc qui s'adapte et avec des hypothèses, j'allais dire, réalistes, voire conservatrices, on est parti sur une hypothèse à 7%, qui s'explique aussi, et ça c'est un point important, par un certain nombre de freins, des freins psychologiques, des freins de mise en œuvre, des freins économiques. Et donc, quand on prend une vision, j'allais dire, réaliste de l'ALV, de l'aide au logement, de l'adaptation du logement, pardon, on estime collectivement que 7% est une hypothèse qui serait vraisemblable. Et donc, on arrive à ces chiffres que vous avez pu voir tout à l'heure. Je voulais, alors peut-être qu'il y a une ou deux questions qui ont été posées par écrit, j'essaie de les identifier en même temps. Anne-Sophie Périssin, qui est la DG d'Ignes, posait une question sur les barrières psychologiques. Moi, je voudrais dire un mot là-dessus parce que je l'ai évoqué dans le rapport interministériel Nous vieillirons ensemble, que j'ai remis il y a maintenant près de 2 ans au gouvernement. C'est qu'à un moment donné, on va avoir aussi face à nous des générations de seniors qui vont évoluer. On le dit, et ce n'est pas seulement sur l'adaptation des logements, mais nous allons avoir désormais la génération des 68 arts qui va arriver à l'âge du grand âge. Ce baby-boom, c'est quoi? C'est les gens qui sont nés en 45, qui ont 75 ans en 2020 et 85 ans en 2030. Et ceux-là, ils ont été biberonnés à la liberté, à l'autonomie, au consumérisme, et peut-être qu'ils ne vieilliront pas de la même façon que leurs propres parents ou grands-parents. Probablement seront-ils en capacité de mieux anticiper. Voilà, on voit bien aujourd'hui que si on interroge cette génération-là, elle n'a pas tellement envie d'aller en EHPAD. Bon, vous allez me dire qui a envie d'un EHPAD, mais cette génération peut-être encore moins que d'autres parce qu'elle a été confrontée à la grande dépendance via leurs propres parents. Donc, on fait le pari collectif que les générations à venir auront peut-être une grande capacité culturelle à anticiper leur propre vieillissement. On le voit déjà aujourd'hui. Le phénomène des résidences services seniors, c'est exactement ça. C'est une moyenne d'âge de 80 ans, c'est 75% des femmes veuves qui, à un moment donné, n'ont plus envie de vivre dans leur pavillon de périurbain et décident d'aller à la fois pour affermir le lien social, mais aussi pour avoir des services, se recentrer au cœur d'un quartier ou d'une ville, d'habiter ailleurs. Donc, c'est cette révolution un peu sociologique, un peu sociétale qui est en cours aujourd'hui. Et on fait le pari tous qu'un chiffre que nous dit souvent notre ami Arnaud, qui est présent aussi, et que je veux saluer parce qu'il a été aussi à l'origine de tout ce travail avec Saint-Gobain, avec le Club de l'amélioration de l'habitat, c'est qu'en moyenne aujourd'hui, les travaux d'adaptation d'un logement sont faits à l'âge de 84 ans. Voilà le défi. Le défi, c'est de baisser cette moyenne. C'est de faire en sorte, peut-être pas à 70 ans, peut-être pas, mais entre 70 et 84 ans, il faut baisser cette moyenne. Il faut que les travaux dont on parle aujourd'hui interviennent en moyenne avant 80 ans.
84 ans, c'est trop tard. On l'avait dit et on a mené un combat qu'il faut rappeler ici. Et il faut rappeler, et je le dis devant Laurent Bresson, parce que l'État là-dessus nous a entendus. On avait dit, si à un moment donné, ma prime adapte, ce qui était prévu, est limitée aux bénéficiaires qui sont en GIR 1, 2, 3, 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, cassez-vous la figure dans l'escalier une fois, deux fois, avant de venir essayer de percevoir une aide. Heureusement, l'État a décidé, Olivier Klein l'a dit clairement le 11 octobre dernier, ma prime adapte sera évidemment livrée en fonction de l'âge, plus de 70 ans, en fonction de revenus, c'est bien normal, mais sans condition de dépendance. Ça veut dire qu'on peut être valide et demander des travaux d'adaptation pour justement ne pas devoir un jour chuter. Donc voilà, les travaux qui ont été là et qui ont été bien traduits dans l'étude qu'on a regardée là tout à l'heure, c'est que voilà, il y aura un effet retard et tous ces travaux d'adaptation vont avoir aussi probablement, et on l'espère, sur la santé publique, sur le nombre de chutes, sur le niveau des hospitalisations, des effets bénéfiques à moyen et long terme qui sont absolument à prendre en compte. Et c'est d'ailleurs ça probablement que le fait majeur de l'étude qui nous a été présentée tout à l'heure. On va bientôt arriver à 1h30 de présence, donc on va dans 7-8 minutes conclure. Il y a d'autres prises de parole. Je ne vois pas d'ici. Ah, Pierre-Olivier Lefebvre. On parlait de lui tout à l'heure. Donc, Pierre-Olivier, délégué général de Ville-à-Vie des aînés. À toi la parole. Merci Luc, merci pour cette présentation. Tu disais c'est bien normal qu'il y ait des conditions de ressources. En regardant la présentation chiffrée d'EY, je m'interrogeais sur je dirais, l'analyse économique et le bénéfice pour la collectivité, à en mettre une et à quel niveau par rapport, je dirais, aux travaux qu'il y a à faire, à la difficulté qu'on peut avoir de se projeter dans l'avenir. Hein. Tu parles de 84 ans et tout ça, mais en fait, quelqu'un qui a 70 ans peut être l'aidant de gens très âgés, et donc le vieux, c'est l'autre, et en fait, l'effet miroir n'est pas forcément facile. Et ma crainte, c'est cette idée de cumul d'âge plus de ressources qui fait que est-ce qu'on va atteindre les objectifs qu'on a dans l'étude. Alors je sais que c'est de l'argent public, mais une journée d'hospitalisation, c'est tellement cher que voilà. Et du coup, si les gens qui font pas de travaux parce qu'il y a un reste à charge trop important, est-ce qu'on ne va pas rater une partie de la cible? Voilà, c'est une question. Est-ce que l'analyse économique a pris ça en compte ou pas? Le cabinet peut répondre directement. Oui, effectivement. Alors en fait, ce qu'on a identifié à la fois, c'est le montant du reste à charge, et surtout ce qu'on a pris en compte dans l'analyse économique, c'est que cet effet d'entraînement sur ceux qui ne bénéficieraient pas de l'aide MaPrimeAdapt, il est quand même proportionnellement bien inférieur. Hein. C'est-à-dire qu'on voit un effet de mobilisation et de participation qu'on a calibré en fait en fonction des types de publics et en fonction du fait de savoir si ces publics-là avaient ou pas un volume d'aide. Pour l'instant, en tout cas, on est quand même parti sur l'hypothèse que les aides étaient celles qui étaient à ce jour, on va dire, annoncées. Donc, un élargissement, ce qu'on voudrait, ce qu'on pense que cette étude montre, en tout cas, c'est qu'un élargissement potentiel de sa cible pourrait encore en démultiplier les effets. Et comme vous l'avez tous compris, ces effets sont sociétalement vertueux et économiquement équilibrés, et plus on les amplifie potentiellement, plus cet équilibre économique devient même potentiellement positif, mais bon, à revoir en fonction du nombre de dépenses engagées. En tout cas, on avait bien intégré effectivement ce point et on avait bien modélisé. Hein, là aussi, on vous a fait une version synthétique de l'étude dans la dizaine de diapos qu'on vous a présenté tout à l'heure, mais dans son ensemble, on rentre dans le détail de chacune des hypothèses qui a pu être faite, et les publics cibles ont bien été identifiés de façon différenciée, avec des impacts différenciés en fonction de si elles bénéficiaient ou pas de l'aide MaPrimeAdapt. Merci, merci pour cette réponse. Il y a trois dernières. Après, on va bloquer, si vous voulez bien, les prises de parole, même si dans le forum, il y a plein de choses passionnantes. Hein, mais vous voyez, on pourrait y passer la journée entière. J'étais donné 1h30. Voilà, sachez que l'ensemble de cette visio sera disponible sur nos réseaux sociaux. Donc, ceux qui ont envie de se repasser l'ensemble de nos débats, ce sera possible à partir de demain, le temps de mettre ça en ligne, hein, au-delà du document. Jean-Pascal Chira, du Club de l'Habitat.
Merci, Président. Oui, donc le Club de l'amélioration de l'habitat est bien sûr fortement partie prenante de tous ces travaux. Nous y sommes associés par la nature même de nos activités. Alors, un mot rapide sur le sujet de la demande. Vous l'avez dit, Président Broussy, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir sensibiliser cette demande, notamment cette population qui peut se trouver parfois dans des positions un petit peu de déni par rapport à la réalité de leur situation. Et de ce point de vue, nous engageons au club notamment une enquête qui va se dérouler là dans les semaines qui vont venir, une enquête qui va viser la population des propriétaires occupants, des habitants consommateurs que nous les appelons, avec l'appui notamment de l'œil expert d'une sociologue de l'habitat, Audrey Valin, qui va nous permettre de mieux comprendre les attentes, les appétences de ces personnes, de ces habitants face au sujet justement de l'adaptation de leur logement. Là aussi, peut-être pour mieux guider les communications qui pourront être dirigées vers eux ou les dialogues qui pourront être engagés par les entreprises dans leurs relations avec leurs clients. Voilà, les résultats de ces études seront présentés dans les mois qui viendront et notamment dans un colloque important que nous organiserons en novembre prochain et auquel vous serez tous invités. Voilà, je voulais simplement rappeler l'importance de la sensibilisation de la demande. Merci à tous. Merci Jean-Pascal. Hervé Meunier, la FRATA, c'est la téléassistance. Afrata, téléassistance. Merci Luc. Je voudrais abonder dans le sens de ce que disait Luc Broussy tout à l'heure en matière de révolution sociologique, puisque nous la voyons déjà, les opérateurs de téléassistance la voient déjà, puisque les aidants des personnes âgées qui ont un service de téléassistance s'abonnent eux-mêmes à un service de téléassistance. Donc il y a bien cette prise de conscience qu'il y a des moyens de se sécuriser à domicile, et ça, je pense que c'est enthousiasmant en matière de prévention et de prise de conscience de la sécurité. Pour autant, l'âge moyen de souscription à un service de téléassistance reste aux alentours de 80-82 ans et malheureusement encore trop souvent après une première chute, alors que les services de téléassistance évoluent en matière de prévention des chutes. Et je voudrais faire le lien avec ce que disait l'intervenante d'EY, Jessica Chamba, tout à l'heure, où elle disait que l'adaptation du logement n'était pas suffisante pour vivre chez soi en sécurité et qu'il y avait un besoin de services à domicile. Et nous croyons, nous téléassisteurs, que la téléassistance est un service complémentaire à l'adaptation du logement pour vivre en sécurité dans son logement adapté. Merci Hervé. Merci. Catherine Bogalessen, je l'ai présentée tout à l'heure, c'est la spécialiste des questions de vieillissement à l'USH, le syndicat des bailleurs sociaux, l'Union. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. C'est juste un tout petit mot, je ne vais pas prendre trop de temps. En fait, j'avais une question parce que pour nous, c'est une inquiétude, d'autant que les enjeux sont forts. Étant donné que ma prime ADAP n'est pas destinée au logement social, vous parlez de logement social dans l'étude et vous allez jusqu'à dire même, vous citez 2 millions d'ici 2033. J'aurais aimé avoir quelques précisions. À quoi faites-vous allusion et dans quelle mesure il y aura également ce grand levier pour faciliter l'adaptation des locataires HLM qui, je vous le rappelle, pour plus de 80%, sont à la limite du seuil de pauvreté. Donc là, je parle des plus de 60 ans. Donc pour nous, il y a un enjeu qui est multiple. Voilà, c'est tout. Merci Catherine, on va répondre à la question, mais je veux laisser la parole, et comme ça il conclura ces prises de parole, Stéphane Corbin, le directeur général adjoint de la CNSA. Pardon, je n'avais pas mis mon micro. Merci Luc de me donner la parole, non pas pour conclure, mais pour moi aussi réagir. D'abord, me féliciter de cette présentation et de l'implication de l'ensemble des acteurs autour de l'aménagement du logement, notamment des offreurs en quelque sorte de solutions, les professionnels du bâtiment. Je voulais juste réagir sur la nécessité, effectivement, mais vous l'avez fait, d'aborder cette question de l'aménagement des logements dans une approche beaucoup plus globale et à la fois vraisemblablement avec un objectif, ça a été dit par certains d'entre vous, de rajeunir finalement l'âge de démarrage de la recherche de solutions. On voit bien
ça vaut pour l'aménagement du logement, mais ça vaut aussi pour le recours à une aide humaine extérieure ou, comme ça vient d'être dit, le recours à une téléassistance. Plus nous serons dans des approches préventives, plus nous arriverons, comme les choses ont été évoquées, à sensibiliser la demande très très tôt, plus nous arriverons, à mon avis, à éviter justement l'irréparable, que ce soit la chute ou tout simplement le départ un peu contraint du logement d'origine. C'est un point qui me semble très important. La seconde, et c'est pour ça que je me félicitais de l'approche qui avait été donnée, c'est de dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, notamment en matière de politique de l'autonomie, favorise ce que l'on appelle l'approche domiciliaire. Cette approche domiciliaire, c'est de concevoir, et souvent à la demande des personnes elles-mêmes, l'ensemble de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie à partir de leur chez-soi, du domicile où ils vivent. Mais évidemment, la question de l'aménagement du logement, question essentielle, puisque souvent c'est la cause du départ du logement d'origine, eh bien, doit s'appréhender dans une approche beaucoup plus globale. Et je ne fais là que le redire, mais c'est la nécessité d'intégrer cette dimension d'aménagement du logement avec l'ensemble d'une politique de prévention peut-être plus active qu'aujourd'hui, et puis aussi évidemment d'intégrer le développement des services à domicile, des aides techniques permettant à la personne de construire les solutions autour de son domicile. Et Luc l'a dit aussi, je pense que nous aurons une génération de personnes âgées en perte d'autonomie beaucoup plus soucieuses d'être acteurs de leur parcours. Et qui dit acteur de son parcours, c'est évidemment pas des solutions contraintes, notamment celles qui s'apparentent parfois à des placements, comme le placement en EHPAD, mais ça supposera sûrement beaucoup plus de relations d'égal à égal entre cette demande qui s'exprimera, je l'espère, beaucoup plus tôt, et les offreurs que certains d'entre vous et la plupart d'entre vous cet après-midi représenter. Et c'est dans cette relation-là d'égal à égal que nous trouverons, me semble-t-il, les solutions de demain. Mais c'est vrai que la présentation qui a été faite et les prises de parole des différents groupements de professionnels laissent beaucoup d'espoir pour ce qui est de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Vous le savez, on contribuera très largement au développement des solutions, notamment autour de MaPrimeAdapt', notamment pour sensibiliser la demande, et donc très en lien avec les départements, avec aussi les communes, pour faire en sorte que la question de la solution d'aménagement du logement devienne dans le panier de services offert aux personnes en perte d'autonomie. Merci Stéphane. Donc on avait le ministère des Affaires sociales, même si la CNSA est une agence plutôt que le ministère, enfin la sphère sociale, la sphère du logement avec Laurent Bresson. C'est très important d'avoir ce couple-là pour cheminer sur cette réforme. Je voulais saluer également, parce qu'il est intervenu, je crois, dans le chat, mais pas oralement, mais on salue Nicolas Biard qui représente les ergothérapeutes. Je veux redire à quel point je crois beaucoup à la pertinence de l'intervention des ergothérapeutes, et nous avons eu un débat d'abord qui a commencé sur les réseaux sociaux, mais qui a heureusement fini dans le bureau du ministère du Logement pour essayer de voir comment on équilibre bien les choses. Et moi, je suis plutôt content qu'on arrive vers une solution qui convienne à tout le monde. Mais ça fait partie, là aussi, de cette culture dont on parlait tout à l'heure. Si on a 10 fois moins d'ergothérapeutes qu'au Danemark ou en Suède, c'est parce que notre système de santé a été monté de toute façon sans que la prévention soit le pilier de ce système. Donc là aussi, vraiment, je le dis, MaPrimeAdapt', ce n'est pas seulement un dispositif financier, un dispositif organisationnel, c'est aussi un dispositif culturel qui consiste à anticiper, à prévenir la perte d'autonomie en tentant d'adapter nos logements. Avant que le président Saint-Laurent nous dise un mot de conclusion, je veux rebalayer deux ou trois sujets. Un,
vous avez été dans le chat, je n'ai pas tout vu, hein, mais vous avez évoqué Handibat, vous avez évoqué Silverbat, le label H2S, etc., etc. Il y a évidemment des outils qui ont été mis, bien heureusement, en œuvre déjà au cours des dernières années et qui devront participer à la formation des intervenants. Il faut évidemment qu'on l'a dit, non seulement que les intervenants ne soient pas des délinquants, c'est un peu le minimum, mais qu'en plus, ils soient sensibilisés à ce que, au-delà de ce que vont apporter évidemment les ergothérapeutes, mais il faut sensibiliser aux besoins, aux envies des seniors. Et donc, il y a toute une série d'outils qui ont déjà été mis en place qui devront évidemment s'approfondir avec le temps. Question a été posée aussi, et c'est fondamental, on en a un peu parlé aujourd'hui, mais parce que c'est un sujet qu'on n'a pas suffisamment exploré. Il y a un financement public. Il y aura donc un financement privé. Ce financement privé risque d'être trop important pour un certain nombre de foyers. Et là intervient le rôle des banques, des mutuelles, des institutions de prévoyance, des assureurs. Tout le monde est assuré pour son logement et il y a un moment donné, peut-être faudra-t-il penser à des extensions d'assurance, de compléments, etc. En tout cas, là, il y a un sujet et je vois qu'aujourd'hui, en tout cas, ces acteurs-là ne sont pas présents dans notre sphère, là, aujourd'hui, de dialogue. Il faudra ouvrir ça parce que c'est pas… Il y a un moment donné, on parlait de marché tout à l'heure, il y a un besoin de financement complémentaire et les assureurs, les mutuelles, les banques ne pourront pas rester planqués trop longtemps sur cette affaire-là. Il y a un financement public, c'est très bien. On a vu tout à l'heure à travers l'étude l'effet keynésien. Je remets du Keynes là-dedans, hein, ça nous fait du bien, puisque ça a été dit, quand on met 1 euro dans la machine, ça va générer à la fois de la santé publique, à la fois de la création d'emplois, à la fois de la croissance économique à travers les travaux qui seront menés, à travers les prestations qui seront vendues. Voilà. Donc, mais tout ne sera pas financé par la puissance publique. C'est un véritable effet de levier. Mais voilà, il faut aussi regarder comment les familles, les seniors eux-mêmes, les organismes qui peuvent d'une manière ou d'une autre financer tout ça, interviennent là-dedans. Deuxième élément, la campagne de communication grand public. On l'a insisté, on va le redire tout le temps, tout au long de l'année. Il faut que MaPrimeAdapt ne soit pas un dispositif, comment dire, qu'on doit aller chercher pour savoir où ça se trouve. Le 1er janvier prochain, il faut que partout, dans les télés, dans les radios, dans la presse, il y ait des moyens d'information pour que l'ensemble des seniors sachent qu'il y a un dispositif. Ils y auront droit, très bien. Ils n'y auront pas droit, eh bien, ça leur permettra justement, là encore, d'être sensibilisés à l'adaptation des logements. Puis, je rebondis également sur la question qu'avait abordée tout à l'heure Laurent Bresson, la création d'un observatoire de suivi d'adaptation. Vous voyez bien que toute l'année 2023, tous ensemble ici, tous ceux qui sont intervenus en Zoom ou ici dans cette réunion, vont œuvrer pour bien préparer ce chantier de MaPrimeAdapt. Mais ensuite, il faudra vraiment, parce que c'est vraiment la question parfois des politiques publiques, quel suivi on va avoir de cela 2024, 2025, 2026, 2030. Voilà, quel est le résultat de MaPrimeAdapt, comment tout ça va évoluer. Et les acteurs, je ne veux pas répondre à la question sans eux, mais il va de soi que vous avez vu la motivation de l'ensemble des acteurs, que ce défi réussisse. Et donc, on sera là aussi au rendez-vous après 2024 pour voir comment tout ça s'applique sur le terrain. Merci beaucoup pour ce vaste forum. Je vous le dis, la visio d'1h30 sera disponible dès demain pour ceux qui ont envie de le diffuser à leurs collègues, à ceux qui sont intéressés par ce débat essentiel. Et puis, le rapport, je ne sais plus dans quelle forme, non seulement le résumé vient d'être mis sur le document, et puis nous aurons une plaquette qui va là aussi être diffusée par les fédérations partenaires. Je crois que je les ai toutes citées, hein, et évidemment sur les réseaux sociaux, vous trouverez tout ça très rapidement dans les prochains jours. Président Salaron. Merci, Président Broussi. En quelques mots, merci pour les 200 quasiment connexions de cet après-midi. Donc, vu le succès, évidemment, et tous les représentants et ces échanges riches, ce que je voulais dire, moi, simplement, la filière du bâtiment est prête, vous l'avez compris. Le savoir-faire, on le sait, nous, professionnels, organisations patronales, mais aussi tout ce qui est technique, technologique. On l'a vu tout à l'heure avec les capteurs, avec tout ce que la technologie, le numérique et autres peut nous apporter. Aujourd'hui, tout est en place, tout reste à installer. Évidemment, comme pour les autres aides à nos concitoyens, il faudra une grande stabilité
sur les investissements de l'État et autres, et de ses effets leviers, parce que ce qui fait du mal, et pour la massification de tout ce que l'on a entrepris, on a parlé tout à l'heure de la rénovation énergétique, mais aussi de Primo-Adapt, il faudra que ce soit une stabilité, un plan quinquennal, sinon 10 ans. On parle de 10 ans, très bien. Pourquoi? Ça permettra aux entreprises d'investir d'une façon humaine, de recruter des jeunes, des moins jeunes, des jeunes adultes, de les former à l'expertise de ces métiers et de les conserver parce qu'on aura une vision à plus de 10 ans. Et ça, je crois que pour le marché, pour le secteur du bâtiment et pour la réussite de ce système MaPrimeAdapt, comme pour les autres, je l'insiste, eh bien tout ça est primordial. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Jean-Christophe Repos, un dernier mot et puis on se quitte. Oui, mais redire comme Olivier que l'artisan du bâtiment sera au rendez-vous et que la jeunesse que nous représentons sera aussi au rendez-vous pour justement aider le vieillissement. Et je pense que c'est un mandat sociétal et quand on a des jeunes qui cherchent justement à donner un sens à leur vie dans leur travail, que ce soit dans la rénovation énergétique ou dans le maintien de nos anciens le plus longtemps possible dans leur lieu d'habitation, on a un rôle à jouer d'évidence. Maintenant, permettons à tous ces jeunes et toutes ces entreprises artisanales de faire le chantier et de bien faire le chantier en qualité. Vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous les présidents de fédérations d'avoir vraiment participé à cette étude. Merci au cabinet de l'avoir réalisé. Et merci à vous tous, puisque effectivement, vous avez 2h30 à nous écouter et à dialoguer avec nous, notamment sur le chat. Merci, à très bientôt.